Donc, bonsoir à tous. On va commencer dès maintenant. Bienvenue à la discussion en direct du 26 octobre 2020. Ce soir au menu, on va avoir une petite portion gouvernance scolaire. Donc, on va revenir sur les CA qui ont officiellement entré en fonction la semaine dernière. On va parler aussi naturellement du COVID-19, des données de développement, puis pour l'utilisation des sommes qui sont dédiées aux activités parascolaires. Puis on va conclure avec une petite partie sur les activités de la FCQ, nos formations, puis qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, je prends moi-même la balle au bon pour vous parler de gouvernance scolaire. Vous savez, la semaine passée, à date du 23 octobre, c'était la date maximale pour que les CA tiennent leur première rencontre officielle. Donc, vous allez être appelé, vous allez sûrement être appelé à élire la présidence, la vice-présidence, aussi parler des différents comités, puis déjà prendre des décisions pour l'année qui suit. Donc, c'était la date maximale, le 23. Pour certains, c'était déjà avant ça, mais la semaine passée, officiellement, vous êtes supposé euh, avoir eu, pour ceux qui sont sur un CA, ben, votre première rencontre officielle. Euh, on veut revenir encore avec nos mini-sondages. Cette fois-là, on a changé nos questions. Les dernières semaines, ça a été tout le temps les mêmes questions sur les différentes étapes préalables pour ce qui est de la formation des CA, que ce soit les élections des parents, des membres de la communauté, du personnel. Donc là, cette semaine, une seule question qu'on veut vous adresser. On veut savoir si vous êtes au courant. Je vous disais que c'était supposé être fait, mais on veut quand même faire un petit suivi. Est-ce que de votre côté, votre CA s'est réuni pour la première fois? Donc, une question toute simple. Vous pouvez répondre oui ou non ou je ne sais pas. Donc, je vais vous lancer le premier petit sondage. Il va apparaître à l'écran. Donc voilà, le vote est en cours. Vous pouvez voter. Est-ce que vous savez si votre CA s'est réuni officiellement pour la première fois? 100%, c'est un oui. Donc, excellent. On n'aura pas de suivi à faire là-dessus négativement. Donc, parfait. Donc, c'est la machine à lancer, comme vous dites. C'est une bonne chose. Maintenant, je pense qu'on peut prendre aussi un moment pour revenir sur le conseil d'administration. C'est une nouvelle ère dans la nouvelle gouvernance. Maintenant, c'est un conseil d'administration qui administre un centre de services scolaires. Donc, on passait avant d'un conseil des commissaires qui était là pour une commission scolaire. Donc, ce qui est le gros changement là-dedans, c'est tout le concept de dépolitiser cette instance décisionnelle-là dans les nouveaux centres de services scolaires. Donc, c'est important parce que auparavant, c'était un conseil des commissaires, donc on avait une partie du conseil qui était des gens qui étaient élus au suffrage universel par la population pour représenter cette population au conseil des commissaires. Il y avait aussi des parents qui étaient élus par le comité de parents qui représentaient les parents au conseil des commissaires. Maintenant, ça a changé. Il n'y a plus le même concept de représentation. On parle vraiment des gens qui ont été désignés par des parents, désignés par les membres du personnel, puis désignés aussi par le CO quand on parle des représentants de la communauté. C'est tout ce concept de dépolitisation-là qui a changé. Maintenant, on veut miser sur des expertises différentes. Donc, on a les parents, les membres du personnel, puis les membres de la communauté avec des profils différents. Donc, on pensait auparavant de représentation vraiment politique des gens qui nous ont élus. Puis là, c'est vraiment, on veut s'assurer d'avoir autour de la table des gens avec des expertises différentes qui vont s'assurer de surveiller ce qui se passe, prendre des décisions aussi tout au long de l'année. Donc, le conseil d'administration, quand ça se distingue d'un conseil des commissaires, c'est quand on dit que la bonne gouvernance va incomber au conseil d'administration qui va avoir des responsabilités qui lui sont confiées. Donc, ce qu'on va voir rapidement dans les prochaines diapos. On qualifie un CA de l'instance suprême, si on peut dire, qui est au-dessus, qui va prendre les décisions finales. Il y a des gens qui vont être là pour préparer ces décisions-là, comme on parle au principe de subsidiarité, que les décisions se prennent au bon niveau d'autorité. Donc, c'est ça, les dossiers sont préparés, puis sont soumis au conseil d'administration pour que ça soit décidé.
qui est important aussi de distinguer entre administration puis gestion. Donc, le CA ne va pas gérer l'organisation. Il y a vraiment une direction générale qui est là pour gérer, mais il va exercer une fonction de surveillance pour s'assurer que les orientations qui ont été établies, que le plan stratégique qui est maintenant le plan d'engagement vers la réussite va être suivi, puis les objectifs, les cibles qui sont mentionnés vont être suivis. Donc, vraiment, qu'il va y avoir une ligne directrice qui est faite avec ces documents-là. Puis le CA va être là pour s'assurer que les décisions qui sont prises sont en adéquation avec ça. Donc, c'est le travail principal que le CA est appelé à faire dans un centre de services scolaires au courant de l'année, c'est vraiment s'assurer que ces orientations-là soient suivies puis qu'il y ait une surveillance qui est faite au niveau des décisions qui vont être à prendre au final par le conseil d'administration. Le CA va aussi, quand je parlais de surveillance, là, il va veiller à ce que l'organisation, donc ici, le centre de services scolaires, va s'acquitter des obligations, puis que les objectifs qui vont avoir été identifiés, les cibles vont être atteintes aussi en bout de ligne. C'est vraiment qu'on parlait d'instance suprême. On a un CA qui va chapeauter en haut tout ce qui se passe avec les cibles, les objectifs, les plans, le plan d'engagement pour la réussite. Donc, voilà. On a un CA qui est là pour faire de la surveillance, puis qui poser les bonnes questions, s'assurer que les dossiers sont conformes, puis prendre les bonnes décisions en bout de ligne pour s'assurer que le centre de services exerce sa mission, puis que l'intérêt des élèves, puis leur réussite soit assurée tout au long de ça. Maintenant, si on y va un peu plus ciblé sur l'administrateur. Donc là, on a un CA, on n'a plus de conseil des commissaires, mais maintenant on a des administrateurs et non des commissaires. Donc, dans la loi, il y a les mêmes articles quand même qui s'appliquaient autrefois aux commissaires avec quelques adaptations qui ont été faites pour le concept d'administrateur qui sont là. Donc, on a premièrement l'article 676.1 qui est vraiment les pouvoirs qui vont être dévolus aux administrateurs. Donc, on parle de s'assurer qu'un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres. On parlait de surveillance tantôt, mais ici, au paragraphe 2, c'est de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le centre de services. Donc, on s'assure qu'il y a une surveillance qui est faite à ce niveau-là. On s'assure de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont disposent les centres de services scolaires. Tantôt, on disait que le CA ne gère pas. Il y a quelqu'un qui est là pour gérer, c'est la direction générale puis toutes les directions adjointes de services aussi. Mais le CA va être là pour quand même surveiller, s'assurer que c'est fait, puis poser des bonnes questions aussi pour avoir les comptes. En quatrièmement, on a exécuté tout mandat que leur confie le conseil d'administration du centre de services scolaires sur la proposition du président, puis informer les membres de ce conseil de questions particulières. Puis, naturellement, l'obligation importante à la fin, un peu, suivre la formation obligatoire. Donc, on a un nouveau CA. Je vous donne l'information ce soir, mais c'est jamais à la hauteur. Puis, dans le niveau de détail que la formation obligatoire va traiter. Puis ça, j'en me permets de prendre la balle au bon aussi, ça s'en vient. On le sait que c'est prêt, puis qu'il manque juste à ce que les administrateurs reçoivent leurs accès, puis ils vont pouvoir débuter cette formation obligatoire-là qui est super bien faite, complète, sur plusieurs étapes aussi pour vous permettre en tant que conseiller d'administration de partir sur les mêmes bases, puis d'être formé, puis savoir vraiment plus en détail comment ça va fonctionner, c'est quoi vos obligations, puis c'est quoi vos pouvoirs aussi. Donc, restez à l'affût de ça. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. On parle d'une obligation dans la loi, puis effectivement, c'est sur une plateforme d'avoir un suivi qui est fait. Donc, ça peut avoir l'air plus lourd quand on en parle, mais c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Puis ça va être étalé encore pour une bonne partie de l'année pour que vous puissiez commencer ça en beauté. Donc voilà, on avait 176.1 l'article sur les pouvoirs. J'ai ajouté aussi, après l'article 177.1, l'article super important qui était là aussi pour les commissaires à l'époque, qui dit que les membres du CA, ils vont devoir agir dans les limites des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés. Donc, je parlais à l'article précédent des pouvoirs. Je vous expliquais le concept de surveillance, l'instance suprême aussi, au niveau décisionnel. Donc, c'est important que quand un administrateur est assis puis est en fonction, que ça soit fait, que le travail soit fait dans les limites de ses fonctions et pouvoirs, puis que tout ça doit être fait avec soin, prudence, diligence, comme le ferait en pareille circonstance une personne raisonnable avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt du centre de service scolaire. Ça, en gros, en français, ça veut dire
faites votre travail de la manière qu'un administrateur normal le ferait. Donc, on n'en met pas trop, on en fait, puis on prend le temps de bien lire nos dossiers, préparer les dossiers, poser les questions. On ne se met pas de pression inutile, mais on s'assure de bien faire notre travail, puis de le faire avec un soin, prudence et diligence. Donc, voilà. Comme je l'expliquais dans d'autres situations, dans d'autres formations aussi, ce qu'on ne demande pas ici, c'est d'être parfait. C'est impossible d'être parfait, mais c'est de bien prendre les précautions, bien lire ces trucs, prendre le soin, euh, de bien suivre les dossiers puis de faire son travail comme un bon administrateur le ferait. Donc voilà, c'est les deux principaux articles de loi qui vont encadrer, euh, le rôle d'un administrateur dans le Conseil de nouvelle gouvernance. Mais comme je vous dis, il y aura plus de détails dans la formation obligatoire qui va suivre dans les prochains, j'ose dire dans les prochains jours. Là, d'ici la fin du mois d'octobre, ça devrait rentrer. Donc, un petit mot pour terminer aussi sur une question qui était adressée depuis longtemps. On sait que dans le projet de loi 40 qui a été déposé, il y avait une mention comme quoi que les administrateurs n'étaient pas rémunérés. Donc, c'était une façon de faire une économie aussi, de transformer le conseil des commissaires en conseil d'administration, mais qui allait avoir quand même une allocation de présence qui allait verser aux administrateurs, puis un remboursement pour certains frais. Donc, la semaine passée, on a reçu le décret officialisant cette allocation de présence-là. Donc, c'est le décret numéro 1027. Vous avez préparé un petit tableau qui vous montre un peu qu'est-ce que ça va de l'air. Donc, pour un administrateur, on parle d'un membre par un membre de la communauté, un membre du personnel, ça va être la même somme. On parle de 100 $ par rencontre, jusqu'à la concurrence de 2000 $ par année. Donc, pour chaque rencontre qu'un administrateur va être présent, donc on parle vraiment de la question de présence, si on n'est pas là, on n'a pas le droit aux 100 $, c'est 100 $ qui vont être versés. Puis, on parle de 4 à 6 rencontres officiellement, mais si on se rend au maximum de 2000 $, on parle de 20 rencontres. Je ne pense pas qu'on va se rendre jusque-là. Puis surtout que ces allocations-là ne visent que les rencontres régulières du CA, donc puis les rencontres extraordinaires, mais pas les rencontres au niveau des comités ressources humaines, comités d'éthique et comités de vérification. Donc, c'est vraiment 100 $ pour les rencontres du conseil d'administration. Pour la vice-présidence et la présidence, l'allocation est majorée. Donc, c'est le même concept. Là. Pour la vice-présidente, on parle de 150 $ par rencontre jusqu'à un maximum de 3000 $. Puis pour la présidence, on parle d'un montant de 200 $ par rencontre jusqu'à un maximum de 4000 $. Donc voilà, ça c'est pour le concept des allocations. Puis on parlait aussi des remboursements. Donc oui, il y a des remboursements qui sont dans le décret. Donc, c'est certains trucs qui se faisaient déjà dans d'autres conseils des commissaires aussi avant, mais ce n'était pas souvent uniforme. Donc là, c'est vraiment dans le décret, ça va être obligatoire qu'il y ait des frais de transport, de repas et d'hébergement qui sont remboursés. Donc, on ne parle pas des frais de transport pour partir de mon domicile jusqu'au centre administratif où que la rencontre se tient du CA. On parle vraiment de si je dois me déplacer dans mes fonctions pour aller à d'autres rencontres, aller faire des représentations à des endroits. Donc, on parle vraiment de frais de transport pour ça. C'est sûr qu'en temps de COVID, en ce moment, ce n'est pas le remboursement qui va être le plus fréquent. Moi, qu'il y a des CA qui se rencontrent en présentiel puis qui font des événements spéciaux puis délèguent des administrateurs. Donc, ça, c'est à suivre, mais c'est réalisé dans le décret. C'est la même chose pour les repas et les hébergements dans le même cadre que transport. Il y a aussi les frais de garde pour certains membres qui sont parents, qui ont des enfants à faire garder. Donc, il y a des modalités pour les frais de garde avec un montant maximal. Puis, naturellement, ça ne comporte pas pour les familles que c'est le conjoint qui va garder l'enfant pendant la réunion. On parle vraiment qu'on doit faire garder notre enfant par une personne. Donc, il y a un frais de garde qui est prévu pour ça. Puis aussi des frais de formation pour les membres du CA. S'ils sont autorisés par le CA, ben, ça fait partie aussi de remboursement qui va s'ajouter à l'allocation de présence
de 100, 150 ou 200 $ qui est prévu. Donc voilà, c'était ma petite présentation de la semaine sur le gouvernement scolaire et la mise en œuvre. Donc, on a commencé officiellement la nouvelle ère des conseils d'administration. Je vous ai lancé de l'information rapide sur les fonctions et le pouvoir, le rôle d'administrateur, mais n'hésitez pas à nous poser des questions au service conseil, d'aller visiter notre page sur notre site web aussi, la page gouvernance scolaire. Tous les documents sont là pour essayer de vous répondre. Puis aussi, soyez prêts pour la formation obligatoire. Là, je m'adresse aux gens qui sont sur un CA. Ça s'en vient, puis c'est du travail, mais c'est du travail qui vaut vraiment la peine parce que la formation a été faite justement pour vous accompagner dans votre rôle d'administrateur, vous expliquer comment ça fonctionne, puis vous donner des bons conseils en matière de gouvernance, puis partir tout le monde sur les mêmes bases, puis que les rôles et les fonctions de tous et chacun soient clairs et définis pour que le CA fonctionne de manière la plus efficiente possible. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour cette portion de gouvernance scolaire. Maintenant, j'inviterai Kevin Roy, le président de la Fédération, à ouvrir sa caméra et son micro, puis vous adresser quelques mots sur la situation en matière de COVID-19. Merci beaucoup, Jean-François. Moi, je serai pas long. En fait, moi, je vais être sur le petit bout des nouvelles de la journée. Vous l'avez sûrement vu passer, mais peut-être pas non plus. Donc, un petit rappel de ce qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, à 17 h. Donc, c'est tout chaud encore. Donc, comme vous l'avez sûrement su, donc, les règles sanitaires donc, qui ont été mises en place sont prolongées jusqu'au 23 novembre. Donc, ça inclut déjà toutes les règles qui étaient déjà applicables, là, autant pour toutes les zones de couleur, mais surtout les zones, incluant les zones rouges aussi. Donc, les mesures sont encore là jusqu'au 23 novembre. Et le premier ministre a mentionné que ces mesures-là seraient réévaluées dans 2 semaines. Donc, peut-être des changements, peut-être en fait, ça va être à suivre dans 2 semaines, voir si des changements vont avoir lieu dans ces règles-là. Une autre chose intéressante qui a été mentionnée pendant la conférence de presse, c'est que présentement, à l'heure actuelle, donc, il y a 881 classes qui sont fermées, soit les classes, soit les écoles, donc qui contient plusieurs classes. Donc, 881 classes sur 45 000 au Québec qui sont présentement fermées. Donc, ça met en proportion, en fait, le nombre de classes ou d'écoles qui sont fermées. Je trouve ça intéressant comme donnée. Puis, il a aussi réitéré, en fait, que la dernière chose qu'il voulait faire, c'était bien fermer les écoles. Donc, il veut laisser les écoles ouvertes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, pour la Fédération. Donc, il faut que les écoles demeurent ouvertes. C'est ce qu'on a mis aussi de l'avant. Donc, on est bien content que ça soit encore dans les objectifs, les objectifs de notre gouvernement. Les nouvelles, j'y arrive. Secondaire 3, en fait, comme les secondaires 4, 5 qui sont actuellement en zone rouge, donc les secondaires 3 s'y ajoutent, donc ils vont être à l'école 50 % du temps, soit une journée sur 2. Ils vont, tout comme les secondaires 4 et 5, ils vont continuer à suivre les mêmes horaires, les mêmes cycles horaires qu'ils avaient quand ils étaient à l'école. Donc, tout ça commence le 2 novembre, donc dès lundi prochain. Les secondaires 3 vont aussi avoir la formule hybride, donc un jour sur 2. Ce qui est important de noter, c'est que ça touche seulement les zones rouges. Je sais bien que la majorité de la population au Québec est inclue dans une zone rouge, sauf que c'est une de nos demandes, en fait, que les mesures soient adaptées vraiment au territoire, à chacune des régions selon la situation. Donc, ça s'applique aux zones rouges seulement, ces mesures-là. Donc, ce n'est pas du mur à mur. Une autre chose qui a moins fait les manchettes, qui a moins été mis de l'avant, mais qui n'a pas été mentionné durant la conférence de presse à proprement dit, mais c'est qu'il y a des exceptions à ça. Donc, deux exceptions. Donc, les élèves à besoins particuliers, les élèves HDAA, donc, soit qu'ils soient dans une classe au complet, une classe adaptée, une classe spécialisée, ou des élèves qui sont intégrés dans une classe régulière. Donc, pour eux, il pourrait y avoir des exceptions. Ce qui a été mentionné, c'est sûr qu'il reste des détails à voir. On va voir comment tout ça va s'interpréter, comment que ça va se dérouler dans les faits, dans les classes.
Mais qui avait été mentionné, donc les élèves avec des besoins spéciaux qui sont identifiés par les équipes écoles. Donc, il reste encore des détails à aller déblayer, je peux dire ça comme ça. Donc, mais ce qui est quand même une bonne nouvelle à notre sens à nous, là, donc c'est de quoi qu'on avait mis aussi de l'avant, là, que les élèves avec des besoins particuliers puissent rester 100% du temps en classe. Donc, même s'ils sont en secondaire 3, 4 ou 5. Donc, une autre chose, ça, c'est la première exception. La deuxième exception, connexion Internet pour les régions qui sont mal desservies ou qui n'ont pas accès à une connexion Internet haute vitesse ou que le réseau cellulaire ne se rend pas, puisqu'on sait que les écoles doivent fournir des clés, peuvent fournir en fait des clés LTE pour ceux qui ont de la difficulté à se connecter à un réseau Internet ou ceux qui n'ont pas accès à Internet chez eux, qui ne sont pas abonnés, mais ceux qui n'ont pas juste l'Internet ne se rend pas chez eux. Donc là, il est prévu une exception pour ces élèves-là dans le but d'assurer une équité envers tous les élèves. Donc, ces élèves-là aussi vont pouvoir rester en classe. Donc, même s'ils sont en secondaire 3, 4 ou 5 et que leur classe est en alternance. Donc, si vous n'avez pas accès, là, si vous êtes connecté avec nous ce soir, probablement que vous avez un bon accès à Internet, mais pour ceux qui ne sont pas, ceux que l'Internet est plus difficile dans leur région, donc il va y avoir des exceptions de prévues pour ces jeunes-là. Donc, c'est une bonne nouvelle aussi pour nous. Donc, c'est quelque chose qu'on avait mis de l'avant, donc une préoccupation que certains parents avaient. Une autre chose qui n'a pas été annoncée, donc il n'y a pas eu d'annonce aujourd'hui, mais qu'on continue à mettre de l'avant puis à demander des changements, en fait, c'est les fameuses balises claires. Vous m'avez entendu dans les dernières semaines le dire et le redire. Donc, c'est une classe est fermée, une école est fermée au complet. Donc là, il y a des mesures qui sont mises en place, il y a des balises, l'école les élèves sont connectés, la classe est connectée à distance. Et si un élève tout seul est mis en quarantaine ou doit s'absenter de sa classe, donc là, il y a des balises. Les balises ne sont pas claires, en fait. En fait, sont absentes ou ne sont pas claires. Donc, c'est variable d'une école à l'autre. Donc, dans certains cas, ça se déroule très bien. Là, on sait qu'on a des bons exemples. Dans certains cas, c'est plus difficile avoir le contact avec l'école, avec l'équipe école. Donc, nous, ce qu'on demande encore, on réitère et on ne lâche pas ce morceau-là, ce petit bout-là, c'est qu'il y ait des balises claires qui s'appliquent à tous les élèves, incluant ceux qui sont en quarantaine ou exclus. Seulement eux qui sont exclus de leur classe et non leur classe au complet. Que voilà, c'était le gros des nouvelles aujourd'hui qui ont été annoncées. Donc, c'est sûr que, comme vous tous, je pense bien, c'est qu'on espère que la situation sanitaire aille mieux, qu'il y ait des zones même qui sont rouges présentement, qui puissent revenir en zone orange pour faciliter l'accès de tous les élèves à 100% à l'école. C'est ce qu'on souhaite, mais entre-temps, hein, c'est sûr qu'on vous conseille, en fait, on vous conseille, on recommande de suivre les consignes des autorités puis de la santé publique. Donc, voilà les nouvelles du jour. Sur ce, je crois que je passe la parole à Corinne Payne, qui est la directrice générale. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, en santé, dans vos coins. Alors, moi, je vais enchaîner un petit peu avec quelque chose d'intéressant pour le COVID aussi. Les activités parascolaires puis secondaires, surtout dans les zones rouges, ils sont tous en pause. Puis, on va être très honnête, comme mon garçon m'a dit aujourd'hui, est-ce qu'on va jouer au hockey cette année ou pas? Alors, il y a beaucoup de questionnements au niveau des activités parascolaires au secondaire. Puis cette année, en mois d'août, en plus de le 30 millions de dollars qui étaient dans cette mesure-là l'année passée, ils ont ajouté 41 millions de dollars cette année. Alors, j'ai fait un petit peu de recherche pour vous partager, parce que peut-être vous posez des questions aussi autour de vos conseils d'établissement, quoi faire avec ça. Mais la mesure 15.028, c'est effectivement dédié pour les activités parascolaires au secondaire. La mesure, c'est pour mettre en place des diverses activités pour offrir à chaque élève 1 heure de parascolaire par journée, etc. Puis, je vous souligne ici en jaune, pour l'année scolaire 2020-2021, si les activités parascolaires ne peuvent pas être déployées pleinement, les allocations peuvent être pour les activités parascolaires pourraient exceptionnellement être utilisées à d'autres fins dans le regroupement à 15.020. C'est le soutien à la persévérance. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Alors, j'ai sorti la liste pour vous dire c'est quoi les autres choses que vous pouvez faire avec cet argent-là. Soutien additionnel à la consolidation des apprentissages et les engagements scolaires des élèves en contexte de COVID.
À l'école, on bouge, ça c'est plus pour le primaire. Aide aux parents, le sol minimal des services pour les écoles, aide individualisée, les saines habitudes de vie, partie du bon pied, accrochez-toi au secondaire, coupe de pouce, c'est pour le 2e et 6e année, puis les activités parascolaires, bien sûr, au secondaire. Alors, c'est important parce qu'il y a quand même certaines écoles qui ont une grosse enveloppe. Peut-être vous posez quoi faire avec ça. On ne peut pas faire l'équipe de volleyball, puis l'équipe de cheerleading, puis l'équipe de sciences qui va éclater des classes bulles, mais il y a quand même, on peut être créatif pour utiliser cet argent-là. Exemple, à l'heure de dîner pour les classes bulles, pour faire des activités, etc. Alors, je veux que vous êtes au courant que de cette mesure-là, il y a quand même énormément de flexibilité dedans cette année pour faire des activités stimulantes puis pour la réussite de nos jeunes. Je poursuis avec des activités de la FCPQ. Les formations générales. C'est pour ça Hervé n'est pas avec nous ce soir parce qu'il fait une formation dans un comité de parents. Mais les formations générales qui s'en viennent la semaine prochaine, nous avons mardi le 3 novembre, introduction à la loi d'instruction publique. Alors, ça risque d'être fort intéressant parce qu'on va en parler de les nouveautés aussi dans la loi d'instruction publique. Mercredi, le 4 novembre, les élèves à besoins particuliers et stress, anxiété en temps de pandémie. Alors ça, c'est très intéressant sûrement. Puis c'est fait en partenariat avec l'Ordre des conseillères et conseillères d'orientation du Québec. Alors, c'est vraiment eux autres qui vont offrir la formation sur notre plateforme. Ces formations-là sont toutes disponibles à 25 $ par connexion ou si votre comité de parents a un abonnement ou il souhaite avoir un abonnement, ça vient vraiment, vraiment pas cher si vous avez des abonnements. Puis on a ajusté des abonnements la semaine passée, considérant le contexte de COVID, que vous pouvez avoir plus de connexion pour vos abonnements. Aussi, qu'est-ce qui s'en vient? On vous annonce qu'on va avoir des invités spéciales pour les FCPQ en direct dans le proche avenir. Alors, le 9 novembre, on va avoir M. Jacques Tremblay, qui est le directeur général intérim pour la Fédération des centres de services de Québec. Il va bien nous expliquer un petit peu l'évolution de cette fédération-là, c'est quoi leur nouveau mandat, comment ils sont organisés, etc. Alors, ça va être intéressant de savoir c'est quoi l'évolution, parce que ce n'est pas la fédération de les commissions scolaires. Le 16 novembre, on va voir Dr. Thierry Carsanté, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le numérique en éducation pour du monde qui était à notre colloque en 2019. Il était présenteur, mais aussi a fait une enquête sur l'école à la maison en temps de COVID ce printemps. Il va bien nous présenter des résultats. Alors, c'était quand il nous demandé d'aider avec la diffusion de son enquête, c'était une entente qui va venir nous présenter des résultats. Alors, le 16 novembre, on va l'avoir parmi nous pour présenter des résultats de son enquête qui était faite ce printemps. Alors, c'est là qu'on est rendu. On n'a pas beaucoup plus d'autres nouvelles pour vous autres aujourd'hui. On finit à toujours, si vous avez besoin d'aide, le numéro de téléphone, le service conseil. Et aussi, si vous ne vous souvenez pas de numéro de téléphone, tu ne te souviens pas comment écrire service conseil comme il faut, tu mets parentquebec.ca, puis ça va vous diriger directement vers la page de service conseil pour que tu puisses avoir de l'aide. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, puis au plaisir de vous voir la semaine prochaine.